réflexions que j'essaie d'avoir sur des questions relatives à l'action et à l'analyse des pratiques. J'ai fait un choix, vous voyez le titre, j'ai fait un choix de vous parler du jugement pratique. Et j'aimerais, pour commencer, dans ma petite introduction, essayer d'expliquer pourquoi ce choix. De vous expliquer un peu quel va être le rationnel que je vais suivre pendant cet exposé, avant de vous livrer plus spécifiquement les étapes, le plan que je vais faire. Pourquoi parler de jugement pratique, particulièrement dans ce colloque, qui n'incluait pas, en tout cas si j'ai bien lu les attendus du colloque, qui n'incluait pas ce terme? Bien, tout simplement parce que j'ai été choqué, appelons ça comme ça, par le texte descriptif de ce colloque qui mettait en opposition, je cite, les besoins actuels de professionnalisation efficacité du travail face à une autre réalité, la professionnalisation comme émancipation. Et tout l'argumentaire du texte reposait sur cette idée d'une opposition, d'une tension, voire d'une contradiction, et que la réflexion devait se loger, alors, soit dans un pôle ou dans un autre, soit peut-être dans une tentative de résolution de la tension. Et il me semble que, en tout cas c'est ce que je voudrais essayer de, c'est le postulat duquel je suis parti, que c'est une fausse tension, que c'est une fausse contradiction, et que, au contraire, en tout cas dans ce que j'appelle maladroitement les métiers relationnels de socialisation, il me semble que, loin d'être une contradiction, au contraire, il y a une liaison très forte entre les deux. Et ce qui va faire, c'est mon hypothèse de travail, ce qui va faire la base du raisonnement que je vais suivre, c'est de postuler que ce qui fait le lien entre professionnalisation, efficacité et professionnalisation, autonomie ou émancipation, eh bien justement c'est le jugement pratique. En tout cas, ça sera l'hypothèse sur laquelle je raisonnerai, avec un certain nombre d'interrogations qu'on se posera, notamment comment s'acquiert, comment se transmet ce fameux jugement pratique. Et mon hypothèse va se transformer gentiment en une thèse à la fin de mon exposé, qui sera, il me semble, que le jugement pratique est un défi majeur de professionnalité, un enjeu aussi bien individuel que collectif de professionnalité. C'est la thèse sur laquelle je voudrais conclure mon exposé. Alors, le plan que je vais suivre est relativement simple. J'ai essayé de répondre à 4 questions. Pourquoi agir efficacement? Parce que c'est ça qu'on attend de nous, dans les métiers que j'appelle relationnels d'éducation. C'était une manière de socialisation. C'était une manière pour moi de dire que venant du travail social, c'est plus difficile de parler du monde de l'éducation, mais que néanmoins, il me semble qu'il y a des ponts que l'on peut faire. C'est ceux que je vais vous inviter justement à opérer. Donc, première question, pourquoi agir est-il délicat? Agir efficacement est-il délicat dans les métiers relationnels? Deuxième question à laquelle je voudrais essayer d'apporter des éléments de réponse. Qu'est-ce que c'est qu'un jugement pratique? Sur quoi ça repose? Troisième question, à quelles contraintes s'expose un jugement pratique? Quatrième question, comment se forme et se transmet un jugement pratique? Et puis, bien sûr, à la fin, j'essaierai d'étayer la thèse donc, du jugement pratique comme épreuve de professionnalité, épreuve individuelle et épreuve collective. Alors, essayons d'avancer. Excusez-moi. Pourquoi agir efficacement est-il difficile dans les métiers relationnels de socialisation? Je me suis appuyé sur 7 auteurs, 7 clins d'œil. Certains, vous les connaissez fort bien, d'autres peut-être un peu moins. 7 auteurs qui vont nous inviter à poser la question de cette efficacité qu'on attend de nous et pourquoi elle n'est pas aussi évidente qu'on pourrait bien le penser. Le premier d'entre eux, évidemment, c'est Aristote. Je laisserai le PowerPoint si vous voulez, de toute façon il n'y a pas grand-chose dedans, mais je le laisserai. Il y a une très belle photo, vous verrez. Je les laisserai, vous pourrez y accéder si vous voulez.
Premier auteur, c'est Aristote, qui, vous le savez, dans l'Éthique à Nicomaque, essaye de distinguer deux grands mondes. Deux grands mondes, celui des choses stables, le monde de la nature notamment, et puis celui des choses instables, le monde social notamment, et qui du coup mobilise deux types de savoir et de connaissances. Un savoir qui va être le logos, logique pour les choses stables, parce qu'on raisonne sur des éléments qui n'ont pas la propriété d'être labiles, d'être soumis à des variations, ou en tout cas les variations qu'ils connaissent, on peut les mesurer. Et puis le monde des choses instables, qui lui est marqué par la contingence, par l'incertain, et cet incertain, eh bien, il n'est pas simplement le fait d'une information imparfaite, qui serait une sorte d'incertitude épistémologique, mais davantage parce que, en quelque sorte, ce monde est régi par le hasard, par des choses sur lesquelles on n'a pas prise de manière à garantir la nature de l'information disponible. Dès lors, le savoir qui est mis en œuvre pour connaître ce monde instable n'est pas un savoir logique, va être un savoir, j'utilise un terme provocateur volontairement, approximatif, parce qu'il est basé sur des informations, des connaissances approximatives. Dès lors, il faut bien imaginer, et ça va être la thèse forte d'Aristote, que dans un tel cadre, il est nécessaire de mobiliser ce qu'on traduit en français par le terme de prudence, et que lui appelle la phronésis, j'y reviendrai tout à l'heure, qui est une manière de se poser la double question: comment agir dans un tel contexte, dans un monde instable, incertain, et deuxièmement, qu'est-ce que bien agir dans un tel monde? Deuxième auteur sur lequel je vais m'appuyer, les collègues belges verront peut-être en lui autre chose qu'un philosophe. Il a mal fini un peu en lui demandant, on va dire ça comme ça. Il a frayé avec des gens pas tout à fait fréquentables à un moment donné de l'histoire du XXe siècle. Mais néanmoins, il a pu poser un certain nombre de questions, notamment dans un ouvrage qui s'appelle La trahison des clercs, dans lequel il nous donne une information. Trahison, c'est l'idée que, par définition, à un moment donné, quand on veut mettre en application un certain nombre de valeurs qui sont centrales, et notamment dans le monde des métiers relationnels de socialisation, comme l'égalité, la justice, la dignité, etc., quand on veut les mettre en application, nécessairement, on les dénature, on les appauvrit, on les réduit. Autrement dit, mettre en pratique des valeurs suppose une interprétation, une relativisation, et dès lors, vous le comprenez bien, suppose de devoir, comment dirais-je, composer avec un certain nombre de paramètres qui vont être discutables, justement. Troisième auteur que je mobilise, c'est John Dewey, que vous connaissez probablement aussi, dans cette idée simple tirée de son ouvrage Logique, sur la théorie de l'enquête, qui nous dit quand le monde, on est face à une réalité imprévisible, quand on est face à une réalité incertaine, il est impossible d'agir sans, au préalable, avoir mené une enquête. Une enquête, ce que l'on fait dans la vie de tous les jours, c'est la thèse de Dewey, une enquête qui consiste à définir la nature du problème face auquel on se trouve. Et que, dès lors, face à ce problème, pour pouvoir agir, il faut définir le problème, statuer dessus. Sauf que, dans l'univers du monde instable, comme le dit Aristote, il n'y a pas de vérité, de la définition juste de ce à quoi on se trouve confronté. Dès lors, il ne peut y avoir, pour reprendre le terme de Dewey, à un moment donné qu'à la fin de l'enquête, c'est son terme, une assertabilité garantie, c'est-à-dire à un moment donné, on se met d'accord pour dire que le problème, c'est ça. Et alors, on peut agir. Sachant bien sûr que le problème, c'est ça, cette assertabilité garantie. Sur le fond, il indique qu'elle est vraie. Elle est simplement nécessaire,
qu'on se mette d'accord, qu'on s'arrête pour pouvoir ensuite agir. Et bien sûr, si on avait eu une autre définition de la situation, si on avait produit un autre accord, probablement aurions-nous produit une autre action. Cinquième auteur, je l'importe de... Non, j'ai oublié Walter Gali, excusez-moi, j'ai sauté un auteur. Walter Gali, c'est un philosophe écossais du XXe siècle qui a développé une notion fort intéressante. Il y a des concepts qui sont essentiellement au sens de par essence discutables. Et notamment des concepts comme ceux de justice, ceux de dignité, ceux d'égalité. Discutable veut dire que il n'est pas possible d'arrêter une définition partageable. Que sur le fond, ce que constitue ce concept fait toujours l'objet d'une discussion. Regardez le terme d'égalité. Si nous pensons tout simplement en termes d'égalité, nous sommes face à une pluralité de réalités complètement différentes. Entre l'égalité formelle, tous les hommes et les femmes sont égaux en droit, l'égalité des conditions, qui est une chimère dans laquelle on peut rêver, ou l'égalité des chances, ça n'a rien à voir. Autrement dit, tout le monde peut être d'accord pour l'égalité, sauf qu'on est d'accord sur des choses complètement différentes. C'est ça l'idée de concept essentiellement discutable, essentiellement contesté. Pas contestable, au sens où il ne serait pas bon, c'est que leur définition est toujours en suspens. Et que néanmoins, ce sont souvent grâce à ces concepts qu'on engage l'action. Cinquième auteur, c'est un économiste français qui a travaillé sur le travail social, c'est assez rare, dans les années 80 au XXe siècle, et qui a développé, et là je l'importe, l'idée d'indécidabilité. Il y a un certain nombre d'activités professionnelles, l'enseignement, pas l'enseignement, l'éducation, je devrais dire, le travail social, et il y en a plein d'autres, qui ont comme caractéristique d'être simultanément portés par plusieurs fins, qui peuvent être des fins contradictoires. Autrement dit, si je le dis pour le travail social, mais je pourrais dire la même chose pour l'éducation, c'est les termes utilisés par Yves Barrel. Il y a consensus sur la nécessité d'un système éducatif institutionnalisé ou un consensus sur l'existence du travail social, et de l'autre, il y a un dissensus fort sur les fins visées par ces dispositifs. Par exemple, pour le travail social, est-ce qu'on va viser davantage le contrôle des conduites des individus dans une logique de socialisation qui serait de la conformation, ou va-t-on viser une sorte de soutien à l'autonomie qui serait une autre manière de concevoir, bien sûr, la socialisation. Et ces deux fins sont à la fois antithétiques et doivent vivre ensemble. D'où l'idée d'une indécidabilité finale, constitutive d'un certain nombre de métiers relationnels de socialisation. Et puis, deux derniers auteurs. Mikhail Levitsky, un politologue américain qui, au milieu des années 80, a écrit un ouvrage non traduit en français qui s'appelle Street Level Democracy, qui développe la thèse toute simple. Dans les métiers, alors lui, il les limite à certains types de métiers, dans les métiers en contact avec le public, donc pour lesquels il y a une dimension relationnelle, dans ces métiers-là qui sont chargés de mettre en œuvre des politiques publiques, les enseignants, les travailleurs sociaux, les policiers, vous pouvez en ajouter quelques-uns de ce type, eh bien, il y a, et il ajoute nécessairement, alors, moi je le traduis par le terme de pouvoir discrétionnaire, en anglais c'est le terme discretion, mais si on traduit par discrétion, ben, on pourra avoir une sorte de difficulté à bien saisir ce qu'il y a derrière, mais il y a un pouvoir décisionnaire de ces agents intermédiaires entre les instances conceptrices des programmes d'action et les bénéficiaires de ces programmes d'action, et ces agents intermédiaires, en contact direct avec le public,
sont des personnes qui vont interpréter le programme. L'interpréter pour deux raisons. Parce que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, les fins ne sont pas claires, les fins sont contestables, les fins sont indécidables. Et la mise en œuvre présuppose une interprétation. Et ce d'autant plus comme il s'agit d'activités relationnelles qu'on doit composer avec l'autre terme de la relation qui, lui, a bien sûr peut-être une autre conception de ce qu'est l'égalité, la dignité ou la justice qu'il attend justement de ce programme. Et ce que nous dit fortement Mikhail Lipski, c'est que dans un tel cadre, il faut concevoir volens nolens, il faut concevoir que ce pouvoir discrétionnaire, quelles que soient les volontés des nouvelles formes de management, ce pouvoir discrétionnaire est incompressible. Et il est nécessaire. Incompressible parce que, grosso modo, il est impossible qu'il y ait quelqu'un derrière chaque agent pour lui demander de respecter à la lettre les directives qui sont incluses dans le programme. Mais deux, il ne pourrait pas y avoir de mise en œuvre du programme s'il n'y avait pas justement cette interprétation. Et donc, c'est l'attitude qui est laissée, on va dire sciemment, la plupart du temps, à ces agents intermédiaires, fait d'eux non seulement des applicants de ces programmes, mais des fabricants de ces programmes, des faiseurs de l'intervention. Le terme n'est pas bourrin, mais des faiseurs de l'intervention. Et puis le dernier, que vous connaissez évidemment fort bien, sans doute mieux que moi, qui est Donald Schoen, avec son praticien réflexif, écrit d'ailleurs à la même période, publié à un an près, au même moment que l'ouvrage de Lipski, qui développe cette idée que, eh bien, en quelque sorte, il est difficile d'imaginer qu'un programme soit, la mise en œuvre d'un programme soit simplement une application, qu'enseigner, ça soit tout simplement suivre les directives du programme qui était fixé par les concepteurs du programme d'enseignement. Qu'au contraire, pour pouvoir mettre en œuvre un programme, il n'est pas, comme le dit Lipski, simplement un travail d'interprétation, il y a la production d'un savoir spécifique en cours d'action, en raison même du fait qu'on s'affronte à la consistance du réel, le réel pouvant être l'autre de l'interaction, tout simplement. Donc, si on prend tous ces éléments-là, alors je vais très vite parce que certains de ces auteurs, vous les connaissez, je vais très vite, on pourra revenir dans la discussion si vous le souhaitez, mais l'idée c'est, j'aimerais qu'on reparte de ces auteurs, puis qu'on aille plus loin, mais j'aimerais que grâce à eux, on comprenne et on réussisse à faire comprendre que dans le cadre des métiers auxquels je fais référence, il n'est pas possible d'avoir une efficacité qui soit une efficacité qui ne passe pas par quelque chose que je vais appeler le jugement pratique, mais quelque chose qui est justement ce travail intermédiaire que font ces agents pour pouvoir justement mettre en œuvre ce programme. Mettre en œuvre ces dispositions qui sont prévues et conçues de l'extérieur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un l'idée de jugement pratique, puisque c'est comme ça que je vais qualifier ce que tous ces auteurs m'ont permis de cerner. Qu'est-ce que c'est que cette idée de jugement pratique? Alors on pourrait le résumer de manière fort simple et dire, bien, je ne sais pas, vous m'excusez pour les collègues belges qui maîtrisent la langue flamande, c'est pour moi impossible de prononcer ce mot. Vous le connaissez probablement, c'est le jésuite qui a donné la base de la méthode qui est le voir, juger, agir, Joseph Train, c'est ça, pas très loin. Hein, bon, je vous vois sourire, mais on n'en est pas très loin. Mais donc c'est un jésuite qui a donné cette méthode qui a particulièrement mobilisé les mouvements de jeunesse, que ce soit jeunesse étudiante, jeunesse agricole, jeunesse ouvrière dans les années 30-50 du siècle dernier, eh bien, c'est pas très loin de cette idée-là, jugement pratique. C'est-à-dire, il me semble que, on pourrait dire, pour simplifier, c'est comparer, classifier différents éléments qui appartiennent à une situation.
le voir, si vous voulez. C'est ensuite les organiser et les reconceptualiser, les reconcevoir pour les réorganiser face à cette situation. Puis le troisième, c'est bien sûr développer des alternatives pour agir et en choisir une dans une telle situation. Ça veut donc bien dire un travail spécifique et un travail qui mobilise des compétences particulières. Je vais essayer de les développer. Mais sur le fond, parler de jugement pratique, c'est assez proche de l'idée de prudence que l'on a évoquée tout à l'heure avec Aristote. Et l'idée de prudence, vous vous souvenez, j'avais essayé de le qualifier de savoir approximatif sur la base de données approximatives. Ça a été réactualisé par un sociologue français contemporain qui a développé l'idée qu'il y a des métiers à caractère prudentiel. Florent Champy, dans son ouvrage sur la nouvelle sociologie des professions, il montre de métiers qu'ils appellent à activité prudentielle, à caractéristiques prudentielles. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, c'est justement ce que je voudrais essayer de développer avec vous avec l'idée de jugement pratique, en m'appuyant sur trois composantes. Parce que la prudence, le jugement pratique, n'est pas, en quelque sorte, monochrome. Et pour vous donner cela, je me suis permis, je ne suis pas très doué en photographie, vous allez voir pourquoi, de prendre en photo la prudence. La prudence, elle est à Nantes, dans la ville de Nantes, dans l'ouest de la France, dans une cathédrale, qui est la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes. La prudence a été conçue, enfin pas par elle, mais à la demande d'Anne de Bretagne, qui n'a pas été toujours prudente, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Anne de Bretagne, vous savez, celle qui a été la duchesse Anne de Bretagne, qui a longtemps lutté pour l'indépendance de la Bretagne et qui a fini par se marier avec Charles VIII et donner le territoire breton à la France. Donc, en matière de prudence, peut-être, il faut réfléchir, je ne suis pas breton, hein, mais il faut réfléchir, mais quand même. Mais ce qui est intéressant dans cette statue, c'est que vous voyez, la prudence, elle a plusieurs registres. Premier des registres, dans la main droite, que vous devinez, elle tient un compas. Elle tient un compas, et le compas, c'est ce qui sert à mesurer. Et on le verra tout à l'heure, il y a la question de la juste mesure dans le jugement pratique. Pas de la mesure juste, mais de la juste mesure. Elle tient dans sa main gauche un miroir qui est le reflet de ses pensées. Il faut qu'elle se voie penser pour pouvoir travailler ses pensées. Elle est dotée, si vous regardez, elle a un double visage. Une jeune femme par devant, un vieillard par derrière. Elle regarde l'avenir, tournée vers l'avenir, mais se nourrissant de la sagesse du passé. Et puis, comme je suis un piètre photographe, ou mon appareil téléphonique n'avait pas la capacité de prendre ça en photo, à ses pieds, il y a un serpent, qu'on ne voit pas là. Et le serpent, depuis toujours, depuis l'évangile selon saint Matthieu, c'est l'animal qui symbolise justement la prudence. Donc vous voyez, la prudence, elle est caractérisée par une pluralité de dimensions. Et c'est la même chose que je voudrais essayer de développer dans le cadre du jugement pratique. En disant, pour moi, le jugement pratique, il est fondé sur trois registres que je vais essayer de développer devant vous. Une tension entre intelligence pratique et sagesse pratique. Ça, stricto sensu, c'est la phronésis aristotélicienne. Sur la notion de bricolage, un bricolage réflexif, que je vais emprunter à Claude Lévi-Strauss. Et puis, sur l'idée qu'il s'agit d'un savoir insu, que j'emprunte à une collègue, Anne Pallier, qui a développé cette notion de savoir insu. Alors, je voudrais revenir sur ces trois notions pour qualifier maintenant, j'arrive à ma troisième partie, qu'est-ce que c'est que, non, la deuxième partie toujours, qu'est-ce que c'est que le jugement pratique? Première chose, une tension entre intelligence pratique et sagesse pratique. Ben oui, si vous voulez, dès le départ, dans la phronésis aristotélicienne, il y a deux registres qui sont en tension. Un homme prudent, et les deux exemples qu'il prend symboliquement les plus forts de l'homme prudent, n'oublions pas, c'était au 5e siècle avant Jésus-Christ, ça ne serait plus la même chose aujourd'hui.
c'est le navigateur, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments pour s'orienter dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a de plus incertain et d'imprévisible que la mer, quand on n'a pas de GPS ou de connexion satellitaire? Et puis c'est l'homme politique, qui, comme le navigateur, navigue à vue, si j'ose dire, en tant que tel. Il prend ces deux éléments-là et nous dit, qu'est-ce qui caractérise leur action? Deux choses. La première, l'intelligence pratique, c'est-à-dire la nécessité d'être orienté vers la pertinence. Il faut que ça marche. Je suis pris dans la tempête, il faut que je me sorte de la tempête. Il faut que ça marche. Et que ça marche. Vous voyez bien, premier élément d'une tension qui va venir, immédiatement. Je ne peux pas attendre que la tempête finisse pour me dire que je m'en suis sorti, en me laissant porter par les flots. Non, je dois agir, et je dois agir, en quelque sorte, de manière efficace, au sens où ça doit marcher immédiatement. Dès lors, ce qui va être privilégié dans l'intelligence pratique, c'est l'habileté en tant que telle. J'y reviendrai. L'habileté et l'immédiateté, qui font, je ne sais pas si parmi vous, il y a des passionnés de ce sport particulier qu'est le rugby, mais vous aviez un grand théoricien du rugby qui a développé, Pierre Villepreux, qui a développé la notion d'intelligence situationnelle. Pour dire, les joueurs doivent être capables de penser leurs gestes sportifs au moment où ils le font. Donc, en situation, en fonction des éléments qui composent la situation. C'est la même idée. Habileté et immédiateté, mais une habileté réfléchie. J'y reviendrai tout à l'heure. À côté, il y a la sagesse pratique qui, elle, renvoie davantage à une indication morale. Je ne peux pas m'en sortir à tout prix, quel qu'en soit le prix. Non, c'est une action orientée vers le bien. Peu importe ce qui est bien, c'est autre chose. Orientée vers le bien, sous-entendu, nous disait Aristote, que dans cette dimension, l'homme prudent, c'est quelqu'un qui cherche ce qui est bon pour lui et pour les autres en général. Après, comment on va définir le bon est une autre question. Mais dès lors, vous le voyez, face à l'immédiateté, il y a la responsabilité. Je peux m'en sortir de la tempête, mais si c'est simplement moi qui prends le canot de sauvetage et qui m'en vais, là, sur le fond, je n'aurais pas agi au niveau d'une sagesse pratique. Ce qui suppose, puisque le bon, est-ce que c'est les femmes et les enfants d'abord? Et pourquoi pas nous? Je plaisante, messieurs. Pourquoi pas nous sur le canot de sauvetage? Il faut en discuter. Autrement dit, la sagesse pratique suppose la délibération, suppose du temps. Un temps compté, parce que la tempête est là, mais suppose du temps. Alors, si maintenant je les développe un tout petit peu, l'idée d'intelligence pratique, je dirais, c'est la vivacité. Pensez à intelligence situationnelle. C'est la vivacité intellectuelle. C'est saisir l'opportunité. C'est le fameux kairos, saisir le moment opportun. Mais, d'une façon particulière, le moment opportun compte tenu des contraintes imposées par la situation, par les événements. Il y a une très belle formule qui a été donnée par un sociologue de l'artisanat qui a distingué, à côté, vous savez, on a toujours le savoir-faire, le savoir-être, toutes ces choses-là. Lui, il a inventé un autre terme que je trouve très intéressant. L'intelligence pratique, c'est savoir y faire, avec le Y. Et le Y signifie toute la contingence, toutes les contraintes que les forces nous imposent. C'est pas savoir faire, moi je sais manier mon bateau, je sais hisser la voile ou je sais la faler. La question c'est savoir quand le faire et de quelle manière le faire dans les circonstances qui s'imposent à moi à un moment donné. Et cette idée du savoir y faire, c'est donc savoir faire compte tenu des contraintes qui sont non prévisibles, non anticipables, comme une situation de jeu au rugby, ou ma foi, ou dans un autre sport, où les joueurs, en quelque sorte, composent une situation face à moi que je ne pouvais pas avoir anticipée de façon programmatique et organiser mon action ainsi. Et deuxième chose sur la sagesse pratique, pour essayer de la développer un tout petit peu, c'est cette idée que l'habileté ne suffit pas. Sinon, Aristote le disait très vite, le voleur est habile quand il ne se fait pas prendre, bien sûr. Il est habile. Donc, sur le fond,
l'habileté renvoie à des choses qui sont bonnes ou mauvaises pour la collectivité. La sagesse pratique renvoie à l'idée qu'il faut non seulement être habile, mais qu'il est nécessaire aussi qu'il y ait derrière cette habileté une forme de savoir éthique, mais qui n'est pas en quelque sorte programmable à l'avance, là encore une fois, mais qui résulte de la délibération. Et une délibération qui pourrait prendre deux formes, une forme individuelle et une forme collective. Une forme individuelle, c'est ce que fait un juge. Quand il décide dans son intime conviction, ça veut donc bien dire qu'il a délibéré avec lui-même, qu'il a fait la pesée de tous les éléments compte tenu des circonstances, compte tenu de la situation. Mais on peut dire, ce même processus, il est dans la sagesse pratique, il y a une délibération individuelle qu'il ne faut pas oublier. Puis il y a une délibération collective pour dire qu'est-ce que c'est que le bien, qu'est-ce que c'est que le bon dans la situation. Est-ce que le bon, c'est sauver la moitié ou les trois quarts? C'est simple, les trois quarts, mais si on sauve, je ne sais pas, est-ce que c'est sauver la moitié des enfants, la totalité des enfants, mais la moitié de la salle, ou au contraire sauver les trois quarts avec des vieillards qui n'en ont plus pour longtemps à vivre? Vous comprenez bien ce que j'essaie de dire. Il y a là l'idée de décider, et pour décider, ça suppose une délibération qui repose sur trois éléments. La délibération est orientée vers l'entente. Autrement dit, l'objectif de la délibération, c'est de trouver un accord. La délibération, elle est bavarde. Pour trouver un accord, il faut parler. Il faut parler, parce que, justement, les parlions tout à l'heure, mais nous ne sommes pas d'accord avec. Nous ne sommes pas d'accord sur le contenu de ces normes, la norme d'égalité ou la norme de justice. Donc, il faut en parler. Et la troisième chose, c'est concevoir que cette délibération, elle est régulatrice, puisque c'est ce qui permet de faire que des trouvailles individuelles vont devenir des acquis collectifs d'un groupe institutionnel ou d'une profession. Voilà. Alors, si je continue, deuxième grande idée, l'idée de bricolage réflexif. Ben oui. Si on imagine que le jugement pratique, c'est un savoir qui, d'une certaine manière, n'est pas programmable, ça veut dire un savoir qui se construit et se développe en situation, ben ça ressemble beaucoup à ce que vous faites quand vous avez le lavabo ou de la salle de bain qui fuit le dimanche après-midi, bien sûr, dans un pays dans lequel les magasins de bricolage ne sont pas ouverts le dimanche après-midi, et que vous n'avez pas la trousse à outils du parfait artisan. Eh bien, vous allez devoir composer avec les situations pour faire en sorte de régler la fuite. Et là, Lévi-Strauss nous aide beaucoup pour comprendre ce que c'est que le travail du bricolage, qui est loin d'être quelque chose de négatif. Il distingue l'ingénieur du bricoleur. L'ingénieur, c'est quelqu'un qui est mu par une logique du projet et qui va se situer, c'est important, toujours au-delà de la situation. C'est la logique du projet, au-delà de la situation, et de ce fait, va pouvoir décomposer la situation en un ensemble d'éléments par un travail analytique pour pouvoir le résoudre avec la raison. Le bricoleur, c'est pas du tout ça, dit Lévi-Strauss. Le bricoleur, c'est une pensée magique. Une pensée magique, syncrétique, qui unit le sujet travaillant, si j'ose dire, le sujet agissant et la situation. De telle manière que cela repose sur un savoir d'observation, sur un savoir d'inventaire de ce qu'il y a dans la situation, mais qui se situe, et je vais essayer d'expliquer pourquoi, toujours en deçà de la situation. Et non pas au-delà de la situation. En deçà, pourquoi? En raison de 4 phénomènes, me semble-t-il. Le premier, c'est que il y a toujours un phénomène de subordination. Phénomène de subordination, c'est cette idée selon laquelle on travaille toujours avec les moyens du bord, avec les moyens disponibles, avec ce qu'on a sous la main. On déchire un tissu pour en faire de l'étoupe et pour boucher ou la fuite en quelque sorte, pour colmater la fuite. Dimension de
subordination d'Étienne et Vernon, les grands spécialistes de la métisse grecque qui renvoient à cette idée-là, nous parlent d'intelligence subordonnée. Je dois faire avec, en quelque sorte. Deuxième élément du bricolage, c'est une logique d'accumulation. Je ne sais pas si c'est votre cas, moi j'avais un grand-père, c'était un foutoir incroyable dans ses affaires, dans son atelier. Et quand on lui demandait, mais pourquoi tu gardes ça? On ne sait jamais. Ça pourra servir un jour. C'est vrai, et ça servait toujours. Alors je vais y venir, pas à quoi c'était fait initialement. Mais il y a la logique, le bricoleur est quelqu'un qui accumule des choses sans savoir pourquoi, sans la fin, en quelque sorte. Ok, oui, c'est la fin qu'on est en train de signifier. Donc je vais essayer de conclure. Pas de conclure bien. Troisième élément, troisième phénomène, le phénomène de détournement. Effectivement, bricoler, c'est détourner des usages. C'est prendre un élément, une information, une donnée, et la détourner de sa fin première pour en faire autre chose. Et le quatrième, c'est cette idée de singularité. Il n'y a pas d'objet intermédiaire entre le bricoleur et la situation, que ce soit des machines ou des humains. Le bricolage est toujours un corps à corps dans lequel l'individu est totalement engagé. Paul Valéry avait inventé ce concept d'implex, c'est-à-dire je suis totalement dedans, physiquement, mentalement, je suis pris par la situation pour pouvoir la résoudre. Ce que ne fait pas un ingénieur qui n'est pas pris par la situation en tant que tel. Alors, j'avance sur l'idée de savoir insu, puis je vais faire un saut après. J'avance sur l'idée de savoir insu. Qu'est-ce qui caractérise ce jugement pratique? C'est un savoir qui opère à bas bruit. C'est l'expression d'Anne Pailly. À bas bruit. Henri Vallon dit c'est une intelligence en creux. En creux, c'est-à-dire c'est une intelligence qui mobilise un savoir, mais qui n'a pas besoin, en quelque sorte, d'expliquer comment il fonctionne, sur quoi il repose, comment il s'est constitué. C'est toute la différence avec le savoir scientifique. On connaît en tant que scientifique parce qu'on est capable d'objectiver les procédures par lesquelles on arrive à produire de la connaissance. La fameuse méthodologie. Il n'y a pas de méthodologie du jugement pratique, justement, parce qu'il n'y a pas d'objectivation de la manière dont on connaît. Dès lors, ça rejoint un terme développé par un philosophe hongro-américain, Michael Polanyi, qui a parlé de connaissance tacite, avec cette idée que les gens en savent toujours plus qu'ils ne peuvent, pas qu'ils ne veulent, qu'ils ne peuvent le dire. Et que, justement, tous ces éléments-là nous permettent de comprendre qu'il y a une forme de compétence, une forme de savoir, qui est centrale dans l'action, mais qui est difficile d'objectiver. Alors, comment, je vais aller très vite maintenant pour aller à la conclusion, comment on acquiert ce savoir? Il me semble qu'il y a plusieurs modalités qui ne sont pas exclusives les unes des autres. La première, tout bêtement, par savoir expérientiel, par apprentissage expérientiel. Et vous me diriez, alors il n'y a que les plus anciens qui ont du jugement pratique, ce qui serait bien pour moi, et pour certains d'entre vous dans la salle, mais beaucoup moins bien pour d'autres. Donc oui, on peut bien concevoir que la méthode essai-erreur, que tout un ensemble de choses qui nous viennent par les expériences de la vie participent à développer le jugement pratique. Et c'est peut-être pas suffisant. Il y a bien sûr cet apprentissage vicariant qu'on utilise souvent pour dire cette forme de vol de savoir que l'observation permet. Je vous vois faire et je vous vole votre manière de faire, en quelque sorte en vous observant. C'est une démarche, quelqu'un l'a appelée, de prométhéenne. On vole le feu sacré qui est au cœur de votre activité. Et puis, il y a bien sûr toute cette fameuse idée par expérience réfléchie, développée par Daniel Cohn, par exemple, toute cette idée autour de laquelle il faut ressentir, voir, penser, faire. Il y a un cycle-là vertueux qui nous permettrait de développer le jugement pratique. Par expérience, je dirais, encodée, que ce soit pratiquement comme le tutorat, ou que ce soit pédagogiquement, formellement, comme l'analyse des pratiques. Et on voit bien que les institutions dans lesquelles vous travaillez ont développé ce genre de choses. Ça peut être aussi tout simplement, certains auteurs évoquent l'idée, parce que la pratique est élucidante.
de la pratique et de l'Occident, c'est parce que je me confronte au réel qu'à un moment donné, je vais devoir développer de nouveaux savoirs. Et puis, peut-être on pourrait aller plus loin et dire que c'est un savant mélange, un savant syncrétisme entre des savoirs constitués, sinon pourquoi serions-nous enseignants, des savoirs formels qu'on transmet, des expériences que l'on essaye de faire partager de différentes manières, et puis, au sens beckérien du terme, parce qu'on est engagé par l'action. L'action nous tient et nous oblige, en quelque sorte, à développer des manières de faire, faute de quoi on ne pourrait pas agir. Et puis, bien sûr, par la controverse. La discussion, mais la controverse. Tout à l'heure, je disais, il est important de penser que ce savoir repose sur une délibération fondée sur l'entente, mais l'entente n'est pas forcément une position unanime. Au contraire, la controverse est une manière de forger les savoirs. Alors, j'en termine maintenant dans mon pardon, j'étais trop vite. J'en termine, promis, j'en ai pour 5 minutes. Pourquoi le jugement pratique est au cœur de la professionnalité? Il me semble pour 2 raisons. La première, parce que c'est là que se joue la compétence professionnelle des agents qui sont en contact avec le public, qui développent des métiers relationnels de socialisation. Pourquoi? Tout simplement parce que contrairement à ce qu'on veut bien faire penser, le jugement pratique ne relève pas de l'art. Ça n'est pas une compétence artistique que nous aurions développée. Et très tôt, Aristote nous le signifiait. Il distinguait l'art, justement, de la prudence. Ce qui est au cœur de l'art, c'est la production, et la production d'une œuvre. Et le principe d'une œuvre, elle est intérieure à l'artiste. Au contraire, dans l'action prudente, dans le jugement pratique, le principe de l'action, il est extérieur. C'est la situation qui, en quelque sorte, contraint l'acteur. Donc, il faut bien imaginer dès lors que c'est face à des éléments qui s'imposent, sur lesquels on n'a pas prise, que se jugera la compétence à, justement, résoudre ces épreuves sans solution. Parce que je crois, il faut retenir de cette idée, ces épreuves sont des épreuves imposées, on ne les choisit pas. Et 2, réponse, pas comme un examen. Il s'agit de trouver une modalité qui viendrait, qui marche, et qui soit bonne, qui soit pertinente, ajustée, adaptée, et qui soit jugée comme suffisamment bonne. D'où cette idée que, au cœur de la professionnalité de chacun des agents, continuellement, le jugement pratique remet en jeu la compétence à être un acteur efficace. Deuxième élément, c'est collectivement, ce n'est plus une épreuve de professionnalité, mais un défi. Et pourquoi un défi? Je reviens au texte initial, parce que je crois que c'est un leurre de penser qu'il y a en quelque sorte, qu'il y aurait un espace d'autonomie à préserver qui serait la pureté du professionnel face à, d'un autre côté, quelque chose qui serait la malignité, la malveillance d'organismes centraux, de management, de tout ce que vous voulez. Non, il faut au contraire concevoir que le jugement pratique n'est pas un îlot à préserver, une sorte de village gaulois qu'il faudrait maintenir par-delà l'empire managérial qui nous environne, mais au contraire, bien concevoir que c'est quelque chose qu'il faut faire valoir comme étant faire valoir dans les identités professionnelles, dans les revendications collectives des métiers, de faire valoir, et ceci parce que ça soulève, me semble-t-il, et je conclurai là-dessus, 3 grands défis de professionnalité. Le premier qui est un défi pédagogique. J'ai été trop vite parce que j'étais trop long avant. Un défi pédagogique. Comment objectiver un savoir reçu pour pouvoir le transmettre? Alors vous allez me dire, on a la solution, nous. Depuis longtemps, on a pensé à la formation d'alternance. Oui, mais c'est peut-être pas suffisant. Surtout quand la gestion d'alternance, la formation d'alternance, se limite ou se contente de simplement développer des savoir-faire et des savoir-être. La gestion, le développement d'un certain nombre de pratiques, en quelque sorte, programmées par rapport à des situations standards,
et la gestion des émotions, c'est-à-dire savoir être un acteur tenant la bonne distance, suffisamment empathique et suffisamment, en quelque sorte, professionnel, c'est-à-dire impersonnel. Non, je crois fondamentalement, la question qui est en jeu pédagogiquement, c'est comment objectiver ce type de compétence spécifique qui est une compétence à agir en situation imprévisible. Deuxième défi, c'est un défi éthique. C'est trop facile d'avoir des référentiels de bonnes pratiques. Il n'y a pas de bonnes pratiques en soi. Les bonnes pratiques sont toujours mauvaises en situation. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas adaptées. Pensez à ce que font tous les grands entraîneurs de sport. Ils programment toutes les situations pour que les joueurs n'aient pas à penser, qu'ils agissent de manière réflexe. La première chose que va faire l'adversaire, c'est de faire en sorte que la situation ne soit pas celle qui a été prévue. Et dès lors, il faut que le joueur il se débrouille. D'où la nécessité, plus on va dans des dispositifs codifiés dans les activités d'entraîneur, pour programmer les situations de jeu, plus il faut des joueurs intelligents. On devrait dire que si tout est programmé à l'avance, il n'y a pas besoin d'être intelligent. Excusez-moi pour ceux qui sont pompiers ou qui sont sauveteurs en mer, il n'y a pas besoin d'être intelligent. Non, prenez pas mal. Hein. Il n'y a pas besoin d'être intelligent, puisque toute l'activité est une activité qui doit être non réfléchie en situation pour pouvoir être efficace. Vous ne pouvez pas vous demander où est-ce que j'ai mis la clé du bateau à moteur. Qui est-ce qui l'a? Est-ce qu'on a pensé à mettre de l'essence dans le moteur? Non, tout doit être pensé de manière à pouvoir être efficace, parce que agir en urgence suppose agir de façon non réfléchie, parce que tout a été pensé à l'avance. C'est bien sûr une image un peu simple, ce que j'essaie de donner. Mais vous voyez bien, l'idée centrale, c'est que dans des métiers où il n'est pas possible de programmer à l'avance, parce que les situations sont instables au sens aristotélicien du terme, et bien dès lors, il faut probablement réfléchir non seulement sur le comment agir, mais sur le comment bien agir. D'où le développement, non pas de commissions d'éthique, mais de dispositifs de réflexion éthique sur qu'est-ce que c'est que le bien agir, est-ce que ça a été une action qui a permis un développement respectueux de ce qui pouvait être un bien jugé collectivement désirable. Et puis, dernier élément, je me c'est pour vous, un défi politique. Un défi politique, c'est, et je joue avec les mots sciemment, de faire reconnaître qu'à côté de l'efficience que justement nos chers politiques, pour lesquels j'ai beaucoup d'estime par ailleurs, et nos chers politiques raisonnent, et l'efficience, c'est tout simplement l'adéquation moyen-fin, avoir les meilleurs résultats avec les moyens les plus comptés, en termes de temps ou en termes de ressources, eh bien, face, si je puis dire, à l'analyse qualité dont on nous parle régulièrement, je crois qu'il faut mettre en face ce que j'appellerais une pratique qualité qui repose